Rebonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette émission spéciale en lieu et place de Météo à la carte, une édition entièrement consacrée aux résultats définitifs des toutes premières élections départementales. Pour vous accompagner pendant les 50 prochaines minutes, Paul de Satis, bien sûr, Daniel Navreau et puis nos invités que nous allons vous présenter dans un instant. Mais d'abord, revenons au vote d'hier, Paul. Un électeur sur deux s'est déplacé en France, une participation à peu près identique dans la région. Une région Rhône-Alpes qui a largement bleui. Avant le scrutin, c'était du 50-50 depuis hier. 7 départements vont être dirigés par la droite unie et un seul restera dirigé par les socialistes. Il s'agit du département de l'Ardèche. Alors pour vous faire une idée plus synthétique, la plus synthétique possible de la situation politique en Rhône-Alpes, on va faire le point sur les bascules avec Sandra Méhallier. Damien Abad en vedette hier soir près de Bourg-en-Bresse. Le député UMP de l'Ain et chef de file de la droite dans le département est acclamé par ses troupes. Élu dans son canton de Pondin, il est aussi l'artisan d'une déferlante bleue. La droite unie remporte ici 21 cantons sur 23. Une victoire écrasante et des prises de guerre qui pèsent lourd. Le président sortant du Conseil général, le socialiste Rachel Mazuir, est défait dans le canton de Césaria. Pour l'alliance PS-PRG d'hiver gauche, qui avait conquis le département en 2008, c'est une véritable déroute. Elle perd la majorité et ne conserve que 2 cantons avec Bellegarde sur Valserine et Vonas. Champagne, la droite a conquis la Drôme. Elle s'arroge 11 des 19 cantons du département et l'UMP Patrick Labaune, élu à Valence, ne cache plus ses ambitions. Il brigue désormais la présidence de l'exécutif drômois. À gauche, des têtes sont tombées. Sur le canton de Montélimar 2, la socialiste Anne-Marie Rempic, ancienne vice-présidente du Conseil général, doit céder son siège. Les électeurs de la Drôme ont fait le choix de l'alternance. Autour du sénateur Didier Guillaume, le PS et ses alliés peuvent se consoler avec quelques gros scores, comme à Bourg-de-Péage, et avec la conquête du canton de Romans-sur-Isère, où la maire UMP de la ville est battue, mais de 15 voix seulement. Il a le triomphe modeste. Le socialiste Hervé Solignac, président sortant du Conseil général de l'Ardèche, est pourtant l'incarnation d'une exception. Comme son canton, son département a résisté à la vague bleue. La majorité de gauche s'y maintient même largement avec 24 sièges sur 34. Et l'alliance PS, PRG, PCF et d'hiver gauche ne s'est pas contentée de résister. Elle remporte les cantons du Cheylard et de Thueil, secteurs habituellement ancrés à droite. Le schéma s'inverse à Annonay où, maigre réconfort, l'UMP conquiert le canton numéro 1. Alors on va décliner ces résultats département par département. On va commencer par l'un des faits majeurs de cette soirée. Il se situe en Isère, Paul. 14 ans de gestion de gauche qui se sont achevés hier. Le symbole est fort, Olivier, car l'Isère, c'est le département d'André Valigny. André Valigny, ce n'est pas n'importe qui. Il n'a quitté la présidence du département qu'en juin dernier pour mieux rentrer au gouvernement et mener un des chantiers majeurs de la présidence Hollande, la réforme territoriale. C'est donc quasiment une défaite personnelle pour lui qui s'est joué principalement dans le Nord-Isère, un Front National omniprésent, finalement battu partout, et quasiment que des victoires de droite, à l'exception quand même notable de celle du député socialiste Erwan Binet sur Vienne. La droite aux commandes de l'Isère, on y revient avec Jérôme Ducrot. Après 14 ans de règne socialiste, l'Isère bascule à droite, grâce à une vague bleue dans le nord du département. Vienne, Charvieux-Chavagneux, La Bièvre, l'île d'Abo, la Tour du Pin, Roussillon et Bourgoin. L'union de la droite et du centre remporte 16 cantons sur 29. Selon Jean-Claude Perrin, en votant à droite, les Isérois ont sanctionné la politique d'André Valigny. Ils ont compris que la politique d'André Valigny était une politique en trompe-l'œil, qui annonçait beaucoup de projets qui n'arrivaient jamais à réalisation. Je ne voudrais pas rappeler les histoires avortées. Isis, le tramway Moiran-Grenoble, le triplement de la 480, la Rocade Nord, la 51. Il annonçait beaucoup de choses, il ne les a jamais réalisées. Je crois surtout que les électeurs veulent un vent nouveau sur le département. C'est une belle victoire de la droite, du centre, des indépendants. On a travaillé sur des valeurs, on s'est battu sur des valeurs, sur des programmes avec des élus de terrain. Les électeurs nous ont fait confiance. Le nouveau conseil départemental veut entre autres relancer des projets comme la 51. Et on sait très bien que ce qui a manqué sur ce département, c'est une volonté forte
des élus de ce département pour soutenir un certain nombre de projets. Bien évidemment, ce n'est pas le département de l'Isère qui va payer une ligne TGV ou qui va payer la 51, mais au moins, si demain on peut afficher une vraie volonté politique, avec une vraie vice-présidence accrochée sur ces grands projets, pour qu'on puisse les pousser, eh bien oui, nous les pousserons et de manière claire. Le député UMP Jean-Pierre Barbier, qui a obtenu 63% sur le canton de la Bièvre, devrait être jeudi le nouveau président du conseil départemental de l'Isère. La droite en reconquête, un autre département l'illustre parfaitement, c'est celui de l'Ain. Émilie Rousseau, bonjour. La droite unie a frappé un grand coup hier, une défaite quasi historique pour la gauche. Oui, deux cantons, Olivier, et 4 sièges dans la future assemblée départementale qui se trouve juste derrière moi. C'est tout ce qu'il reste à la gauche, c'est dire l'ampleur de la défaite. Une défaite effectivement historique. Pour preuve, même les cantons emblématiques et les bastions de la gauche sont tombés hier soir. À Césaria, Rachel Mazuir n'a pas bénéficié du report de voix qu'il escomptait. Et puis à Bourg-1, Guillaume Lacroix, le champion de la gauche, lui, n'a pas réussi à remobiliser dans l'entre-deux-tours. Enfin, même Miribel, canton trusté par la gauche depuis 17 ans, est tombé hier soir. La gauche qui doit en ce moment même être en train de finir ses cartons derrière moi. Elle doit libérer le conseil général avant mercredi soir, avant l'élection du président. La droite, elle, s'est déjà remise au travail. Damien Abad, chef de file de la droite unie, a réuni ce matin ses troupes. Ils doivent travailler effectivement sur les futures élections départementales, sur les futures élections régionales. La droite qui a le triomphe modeste, mais qui reste prudente et qui reste surtout mobilisée en vue de ces élections régionales. Merci Émilie. On va changer de département, on va parler du grand suspense de la soirée finalement, qui a été révélé assez rapidement. Oui, Valence, dans la Drôme, ce département où il semblait que la gauche était en capacité de résister. Mais pour reprendre l'image de la vague qui a été très largement utilisée depuis hier soir, eh bien la gauche a été emportée. Bonjour Hugo Chaplon. C'est un changement de majorité dans votre... Vous êtes en duplex depuis nos bureaux à Valence. C'est un département donc qui change de couleur politique, la Drôme. Oui, il change de couleur politique. J'attribue ce résultat à un contexte de rejet national. C'est dans ces termes que Didier Guillaume, le président PS sortant du Conseil général, a expliqué la défaite de la gauche hier soir dans la Drôme. Un duel qui l'opposait à la droite, où on s'attendait à un résultat très serré, voire même à une possible égalité. Eh bien, la droite a su déjouer ici tous les pronostics pour remporter au final 11 cantons sur 19, une victoire bien plus large que prévu donc, et la fin de 11 années de gestion socialiste. Dans la nouvelle majorité, c'est le député UMP et ex-maire de Valence, Patrick Labaune, qui devrait briguer la présidence du département lors du 3e tour de ces élections jeudi. Une assemblée départementale où le Front National ne siégera pas, battu notamment sur le canton de Grignan, plus gros espoir hier pour le parti frontiste. À noter que le scrutin n'a peut-être pas livré son issue définitive sur le canton de Romans-sur-Isère. Là-bas, le binôme de gauche arrive en tête, mais avec seulement 15 voix d'avance sur la droite. Marie-Hélène Toraval et Fabrice Larue envisagent de déposer un recours devant le tribunal administratif pour contester ce résultat très serré. Mais quelle qu'en soit l'issue, cela ne changera pas le rapport de force au conseil départemental, composé aujourd'hui de 22 sièges à droite et 16 à gauche. Merci Hugo Chaplon. Alors dans cette mer bleue, vous avez vu que j'évite d'utiliser l'expression la vague, un îlot reste en rose, il s'agit de l'Ardèche. Bérangère Bourgeot, bonjour. Bonjour. Alors, la gauche conserve ce département, on peut dire même qu'elle renforce sa position. Oui, elle renforce sa position. La gauche avait 21 sièges dans l'ancien conseil général, elle en a aujourd'hui 24 dans ce nouveau conseil départemental. Elle renforce sa majorité, vous venez de le dire, et elle se paye même le luxe de battre la droite sur ses bastions. On pense bien sûr au Cheylard, ce désormais immense canton de 46 communes a été fatal à Jacques Chabal, pourtant très bien implanté dans son territoire. On pense bien sûr aussi à la Montagnarde-Échoise. Sur le canton de Thueil, dans la triangulaire, le FN remporte 20% des scrutins. Or, il a manqué 7 points aux candidats de la droite pour s'imposer.
On peut d'ailleurs dire que le FN a vraiment joué les troubles faits pour l'opposition. Le parti de Marine Le Pen a remporté plus de 20% dans toutes ces triangulaires, excepté Vallon-Pont d'Arc, où il est juste en dessous à 19%. On peut donc dire que le FN a littéralement siphonné les voix de l'opposition. 12 candidats au second tour contre 2 en 2011, sans pour autant avoir aucun candidat élu. Ce FN fort, c'est une des raisons de la défaite de la droite, en tout cas ce qu'on dit à l'UDI. Ça est un redécoupage territorial défavorable. À la question maintenant de savoir pourquoi la gauche a résisté, on pourra poser la question à Hervé Solignac, qui est votre invité dans quelques minutes, mais une partie de la réponse se trouve sans doute dans le choix des candidats. On se rend bien compte que les électeurs ont voté pour des candidats bien implantés. On est dans un département rural et la personne, la proximité ont plus compté que la politique nationale. Et autre bon point pour la gauche, elle a réussi à se réunir au second tour et comme souvent, les camps unis l'emportent. Merci Bérangère. Hervé Solignac, bonjour. Vous serez sans doute élu jeudi président du conseil départemental de l'Ardèche. Alors hier soir, on a entendu votre satisfaction de conserver le département, mais quand on regarde ailleurs, c'est une vraie déroute. Votre parti est-il aujourd'hui au bord de l'éclatement, Hervé Solignac ? Non, je ne le crois pas. En même temps, effectivement, c'est une défaite. Et quand on enregistre une défaite, il faut savoir la reconnaître. Il faut aussi s'interroger, il faut la comprendre. Moi, je crois que le Parti socialiste a en effet des questions à se poser. Mais en même temps, on observe dans certains départements, et c'est le cas en Ardèche, que lorsque la gauche sait travailler ensemble, lorsqu'elle sait s'unir, lorsqu'elle sait aussi peut-être renouveler ses cadres et son discours, elle enregistre de bons résultats. C'est le cas dans ce département. Mais Monsieur Solignac, quand vous dites quand la gauche sait s'unir, on sent bien aujourd'hui qu'il y a quand même une profonde désunion à gauche, que la personne de François Hollande n'arrive plus à unir la gauche justement. Vous parlez là d'un plan national, mais manifestement en Ardèche, il n'y a pas tant de désunion que ça. Si on observe les reports de voix, ils se sont bien faits. Et moi, je veux dire ici que j'ai parlé avant la campagne avec les autres forces de gauche pour organiser également ce second tour. Et encore une fois, je crois que parfois, il faut que Paris s'intéresse à ce qu'il peut se faire en province, dans d'autres départements. Je n'ai pas la prétention de dire que l'Ardèche est un laboratoire. Néanmoins, je suis convaincu d'une chose. Lorsque les forces de gauche se rassemblent, elles l'emportent. Ça a été le cas dans ce département de l'Ardèche. Et donc, j'inviterai un certain nombre des cadres du Parti socialiste avec lesquels je suis en relation à repenser peut-être ce qui autrefois s'appelait la gauche plurielle, qui n'existe plus aujourd'hui et qui nous conduit à des défaites comme on l'a vu malheureusement hier. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse tout à l'heure produite par Bérangère Bourgeot qui disait que finalement, dans votre département en particulier, les personnalités locales ont plus joué que les étiquettes politiques nationales ? Oui, ça a été une grande préoccupation lorsqu'il a fallu identifier les bons candidats aux bons endroits. Je crois que les élections départementales sont des élections où les électeurs veulent des candidats de terrain ancrés dans leur territoire et en même temps veulent un renouvellement. Et force est de constater que nous avions peut-être parfois, avec tout le respect que je leur dois, des conseillers généraux sortants qui avaient fait leur temps, selon l'expression, qui étaient un peu usés. Et nous avons réussi aussi ce défi du renouvellement et nous avons réussi ce défi qui consiste à trouver des élus dans lesquels les Ardéchois se retrouvent, qui sont ancrés dans leur territoire, des candidats qui ont parlé aux Ardéchois et qui ne se sont pas laissés aller à des manœuvres de diversion sur des questions de fiscalité, sur des questions de redécoupage ou sur des questions nationales, parce que malheureusement, une grande partie de l'explication est là, je le crois, la droite a fait campagne sur des questions nationales essentiellement. Merci beaucoup Hervé Solignac, président sortant du conseil départemental de l'Ardèche et donc vraisemblablement réélu à ce poste jeudi prochain. On va aller à Saint-Étienne maintenant retrouver Françoise Boissonnat. En 2011, Françoise, la gauche et la droite étaient sorties de cette élection à égalité quasi parfaite. Pas cette fois. Le président Bernard Bonne va disposer d'une majorité aussi incontestable que large. Oui, Paul, bonjour à tous. C'est pas vraiment une surprise, hein. La droite était en ballottage favorable à l'issue du premier tour. Elle conforte à l'issue du second tour. Elle obtient 14. Pas le remonter avant le prochain sujet. Alors voilà, on a un problème de liaison avec Saint-Étienne. Vous venez de le comprendre. On va essayer de retrouver Françoise Boissonnat un peu plus tard. Ce sont les aléas du direct, comme on dit. On va parler du Rhône. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on aille tout de suite dans le département de l'Ain, dont nous avons parlé tout à l'heure, puisque nous avons en duplex avec nous Damien Abad. Bonjour Monsieur Abad. Bonjour. D'abord donc félicitations, mais c'est vrai qu'on aura aussi beaucoup d'élus sur ce plateau. Je voudrais revenir sur l'analyse que vous faites de cette large victoire, beaucoup plus large que prévu finalement dans votre département.
Oui, beaucoup plus large que prévu parce que pour la première fois, l'Ain était rassemblé, l'union de la droite et du centre a fonctionné. C'est une réussite collective, c'est un travail d'équipe et c'est aussi une équipe qui a voulu parler de projets, de valeurs, de convictions et d'un territoire. Nous, on n'était pas candidats contre quelqu'un, contre un bilan, on était candidats pour quelque chose, pour un département, pour des idées et pour assumer clairement nos convictions et nos valeurs. Et aujourd'hui, c'est historique dans le département puisque 21 cantons sur 23, soit 42 élus sur 46, sont des élus de l'union de la droite et du centre. Damien Abad, quand on a une telle majorité, 21 sur 23, vous venez de le rappeler, il faut faire attention à ne pas être hégémonique et laisser malgré tout sa place à l'opposition, d'autant qu'elle est sortante. Oui, bien entendu, l'opposition, comme tout le monde, aura toute sa place dans cette assemblée départementale. Mais vous savez, aujourd'hui, on n'a pas de volonté hégémonique. Nous avons un triomphe modeste parce que ce que nous ont dit les Français, ce que nous ont dit les habitants de notre département, c'est d'abord de travailler, de mobiliser, d'être sûr de ses convictions et surtout d'avoir une politique de résultat. Et donc aujourd'hui, moi je mesure la souffrance économique et sociale, la désespérance aussi d'un certain nombre de nos territoires dans le département. Ce que je souhaite et ce que nous voulons, c'est faire entendre davantage la voix de l'Ain dans cette grande région Rhône-Alpes-Auvergne. L'Ain qui est souvent déconsidéré à tort comme un territoire uniquement entre Lyon et Genève. On a besoin aujourd'hui de démontrer nos atouts, nos potentialités et d'avancer tous ensemble. Quelle sera la première mesure du président Abad à la tête du département de l'Ain? Ce sera la lutte contre la fraude au RSA dont vous avez fait quasiment un leitmotiv pendant votre campagne? Oui, bien entendu que cette lutte contre la fraude au RSA sera une priorité parce que nous disons que nous sommes pour la solidarité, la vraie, celle avec toutes les personnes qui en ont besoin et qu'en même temps nous n'acceptons pas ceux qui profitent ou ceux qui trichent liés à un système. Mais en même temps, la première mesure que nous prendrons, elle sera dès jeudi et nous réduirons les indemnités de fonction parce qu'aujourd'hui, il faut aussi avoir l'exemplarité en tête. Et dans un pays qui souffre, dans un département où le chômage augmente, il faut que nous ayons à la tête des élus qui soient exemplaires, motivés et déterminés pour accomplir leur mission. Merci beaucoup Damien Abad. L'élection, pour vous comme pour les autres d'ailleurs, ce sera jeudi. Vous devriez prendre la tête du département de l'Ain. On a retrouvé Françoise Boissonnat, me dit-on. Oui, elle est là. Françoise, on va reprendre l'analyse au début puisqu'on a été coupé en plein dans votre démonstration donc sur cette droite ligérienne qui est maintenant assez confortable. Ce n'était pas le cas en 2011. Non, vous avez raison, Paul. Mais de toute façon, là, pour ces élections-là, la droite était en ballotage favorable dès le premier tour. Elle a conforté hier soir. Elle est aujourd'hui à la tête. Elle dispose aujourd'hui de 14 des 21 cantons, ce qui fait donc 28 élus. Et c'est, vous l'avez dit, à une majorité confortable. À noter tout de même qu'elle a perdu son deuxième vice-président. Gilles Artigue n'a pas résisté à la triangulaire sur le canton de Saint-Étienne-3. Il est arrivé deuxième derrière le duo socialiste mené par Arlette Bernard et Pierrick Courbon. Et Gilles Artigue disait hier soir sur notre antenne, il nous disait qu'il devait sa défaite à la présence du Front National. Alors le Front National, vous vous souvenez, à l'issue du premier tour, c'était le grand vainqueur de ces élections. Ici dans la Loire, il avait recueilli plus de 30% des suffrages. Et bien contrairement aux espoirs des responsables locaux du FN, aucun partisan de Marine Le Pen n'entrera dans l'Assemblée départementale. Le FN qui avait beaucoup d'espoir sur le canton de Firminy, il affrontait un autre front, le front de gauche. C'est lui qui s'est imposé avec près de 18 points d'écart. La gauche s'en sort dans le contexte national actuel, et bien s'en sort pas si mal sur le département de la Loire. Elle s'impose dans 7 cantons, 3 dans le nord du département, Roanne 1, Roanne 2, Renaison, 3 à Saint-Étienne, Saint-Étienne 3, Saint-Étienne 5 et Saint-Étienne 6, et puis je l'ai dit, Firminy. Mais la gauche qui perd son leader d'opposition au sein de l'Assemblée départementale, puisque Jean-Claude Tissot a, tout comme Gilles Artigue d'ailleurs, pas résisté à une triangulaire sur son canton du Coteau, un canton qui avait été redécoupé. À noter l'entrée dans l'Assemblée départementale de l'écologie avec Marie-Michel Vialton, c'est le binôme de Régis Juanico sur le canton de Saint-Étienne 5. Enfin, 2 informations. La première sur l'abstention. Vous en avez parlé tout à l'heure en ouverture de cette édition. Elle était de 49% hier dans le département de la Loire. C'est 2 points de moins qu'au premier tour. Et puis c'est jeudi matin que l'Assemblée départementale élira son président, ou pourquoi pas, sa présidente. Merci beaucoup Françoise. On va à présent évoquer le département du Rhône, le nouveau Rhône, pardon. Hier, les électeurs ont mis fin à 30 ans de centrisme. L'UMP dans le Rhône avait lancé une grande offensive pour conquérir le département, offensive dont elle est sortie vainqueur avec 7 cantons sur 13. Elle est donc en capacité d'imposer son candidat à la présidence. On voit mal
comment ça pourrait être quelqu'un d'autre que Christophe Guillotot, le député du Rhône, a mené toute cette campagne. Et même si l'UDI souhaite une personnalité, on va dire, plus consensuelle à la tête du département, elle n'est pas vraiment en mesure d'imposer ses choix. Il sera quand même intéressant de suivre l'élection du président jeudi. L'UMP n'a pas eu de mots assez durs pendant la campagne sur la gestion centriste. On va voir si elle compte diriger le département avec les UDI. En tout cas, leur leader, Daniel Pommeret, a remporté une victoire assez convaincante sur son canton à Anse, avec presque 58% contre un duo UMP pourtant bien implanté localement, les maires de Lausanne et Morancé. Mais ça ne suffira pas normalement à assouvir ses ambitions départementales. Un mot quand même encore sur la gauche. Du temps où le Rhône n'était pas séparé de la métropole lyonnaise, elle avait été à 2 doigts de gagner le département. Mais privée de ses terres, elle a bien failli disparaître purement et simplement. L'honneur et l'opposition sont saufs grâce au score de 60% réussi par le binôme composé du sortant Bernard Chavreau, par ailleurs maire de Montrottier, et de la conseillère régionale Sheila McCarron, qui est d'ailleurs avec nous sur ce plateau et qui nous donnera son sentiment tout à l'heure. Alors avant de donner et de présenter mes invités, un mot Daniel Navreau s'il vous plaît. J'ai parlé tout à l'heure de reconquête au niveau national pour la droite, mais Rhône-Alpes en est la parfaite illustration. Oui, elle en est la parfaite illustration, donc avec la reconquête des départements de l'Ain, de la Drôme et de l'Isère. Et côté Auvergne, puisqu'il faut s'habituer à cette entité Rhône-Alpes-Auvergne, reconquête de l'Allier. Donc là, on a effectivement une progression très forte. On a un ensemble des gauches qui est faible, opposé à ceci. Et puis on a une interrogation sur le Front National. Le Front National qui a fait des scores importants, mais pour qui les seconds tours sont improductifs en termes d'élus. Deux situations, les triangulaires ou les duels. Dans les triangulaires, le Front National, qui peut effectivement faire craindre à des électeurs sa victoire, ne progresse pas. Ou quand il progresse en voix, il recule en pourcentage. Donc c'est très clair, dans toutes les triangulaires, le FN ne parvient pas à progresser. Par contre, dans les duels, il progresse quasiment systématiquement. Dans l'Ain, par exemple, il y avait 12 duels. Il ne recule en voix que dans un seul canton, celui de Nantua. Il perd 19 voix seulement. Sinon, il progresse systématiquement dans les duels, parce que dans les duels, on craint moins sa victoire. Donc on voit bien que le Front National va avoir un problème dans la perspective des régionales où se profile une triangulaire. Et c'est techniquement ce qui est le plus défavorable. Et si vous voulez une illustration effectivement de la progression dans les duels du Front National, on parlerait du canton de Grignan, où le Front National réalise quasiment son meilleur score régional avec 48% au second tour. Et la plus forte progression, cela étant dit, du Front National est dans le canton de Vienne 1, où il échoue, mais il progresse de 14% en gagnant 1552 voix. Alors avant d'entamer le débat avec nos invités, on va s'accorder s'il vous plaît quelques instants pour parler de l'élection municipale partielle de Vénissieux. La 3e ville de la métropole de Lyon a renouvelé hier sa confiance à la maire sortante, la communiste Michèle Picard. Julien Sevadon, bonjour. On peut même parler d'une large réélection. Eh bien oui, écoutez Olivier, malgré une abstention record de plus de 60% à Vénissieux, la maire communiste sortante Michèle Picard a été réélue hier soir assez confortablement par plus de 42,8% de voix. C'est un score largement supérieur au premier tour de la semaine dernière, voire même au second tour de l'élection municipale de l'an dernier. Vénissieux, c'est pas un scoop, est décidément une terre de gauche. Cela fait plus de 70 ans maintenant que la ville est dirigée par les communistes. Alors le scrutin s'est déroulé hier dans une tension palpable. Des problèmes ont éclaté dans 2 bureaux de vote de la commune. Le préfet a d'ailleurs aujourd'hui porté plainte contre des assesseurs de l'UMP pour obstruction aux opérations électorales. 2 quarts de CRS, rendez-vous compte, ont dû quand même être dépêchés sur place pour calmer tout le monde. Alors à l'origine de ces tensions, une autre plainte, celle déposée mercredi dans l'entre-deux tours par Christophe Girard, le candidat UMP qui est arrivé deuxième hier en réunissant 32,2% des voix, avait saisi la justice pour dénoncer des irrégularités dans la liste du Front National. Il a annoncé hier sur notre antenne qu'il se donnait jusqu'à demain pour déposer ou non un nouveau recours. Rappelons que c'est pour ces mêmes raisons que le scrutin de l'an dernier a été invalidé. Un dernier mot sur les autres résultats, les résultats des 2 autres listes en présence. Le FN, justement, conduit par Damien Monchot, a obtenu 12,6% des voix. C'est 3 points de moins qu'au premier tour. Quant au PS de Lotfi Ben Khelifa, eh bien c'est un nouvel échec. Il termine 4e de cette quadrangulaire avec 12,2% des voix. Un nouveau score donc catastrophique pour le PS ici à Vénissieux qui, je le rappelle, a refusé l'alliance avec le Parti communiste. Le nouveau conseil municipal de Vénissieux s'installera samedi matin.
Merci beaucoup Julien Sauvadon pour cette présentation très synthétique de ces élections municipales partielles à Vénissieux. Alors avec nous sur ce plateau, il est temps de vous les présenter. Isabelle Mestre, porte-parole régionale d'Europe Écologie Les Verts, conseillère municipale également à Bourg-en-Bresse. Bonjour à vous. À vos côtés, Sheila Macaron, vous êtes conseillère départementale socialiste du Rhône. Vous avez été élue hier sur le canton de l'Arbrel. Face à vous, d'abord Georges Fenech, député UMP du Rhône. Bonjour Monsieur Fenech. Et puis à vos côtés, Christophe Boudot, secrétaire départemental du Front National dans le département du Rhône également, et conseiller régional. Bonjour. Première question pour vous, Madame Macaron. On était dans cette élection paritaire pour la première fois pour les élections départementales. Ça existe sur les autres élections, la parité, aussi bien les municipales que les élections régionales. Vous êtes du reste aussi conseillère régionale. Mais voilà, vous avez l'impression de participer à un petit moment historique que l'arrivée massive non seulement des femmes, 50% désormais des élus départementaux, mais également un vrai renouvellement aussi politique sur cette élection. Oui, c'est vrai qu'au niveau de la municipalité, au niveau de la région, on a l'habitude de ça. Donc, quelque part, ça semble normal maintenant. En tout cas, c'est souhaitable. Je pense qu'on va assister à beaucoup de changements au niveau du département. Le dernier bastion du machisme est tombé ? Je trouve que c'est assez bien résumé, voilà. Sinon, historique, peut-être à d'autres égards, malheureusement, effectivement, je serai la seule femme de gauche dans cette assemblée. Alors, la gauche qui a sauvé ce qu'elle pouvait, l'unique canton de l'Arbrel sur le département du Rhône, alors que gauche et droite étaient quasiment à égalité sur la précédente mandature, mais à l'époque, il y avait la métropole lyonnaise. Comment on peut arriver à être opposant quand on n'est que deux ? Il va falloir qu'on s'arme de beaucoup de force et de vitamines, je pense, parce qu'effectivement, rien qu'en termes d'organismes extérieurs, avant, le travail se faisait à 26, là, on ne sera plus que 2. Certes, il n'y aura plus la partie métropole, mais il y aura quand même du taf, comme on dit, et ma foi, tous les deux, on avait arrêté de travailler pour pouvoir nous consacrer à nos mandats. Je pense que c'est bien pour ça, il va falloir qu'on soit un peu partout. Georges Fenech, on va dire que vous n'étiez pas trop sous pression, même si certains de vos poulains étaient dans cette élection, notamment dans le Rhône, et ils ont gagné. En l'occurrence, je pense au canton de Mornan, avec votre suppléant. Un mot sur cette victoire en fait, de l'UMP, et notamment cette région qui devient quasiment toute bleue, à part l'Ardèche. Oui, c'est une grande satisfaction, vous en doutez bien. Et je fais remarquer aussi que le département du Rhône est le seul département en France où l'UDI est battu par l'UMP. C'est-à-dire que... Et vous en éprouvez une certaine fierté ? Les centristes... Non, mais c'est un cas unique. C'est un cas unique. L'UMP va remplacer, vous l'avez dit, 30 ans de centrisme. Vous qui êtes dans le secret d'ailleurs, Monsieur Fenech, ce sera bien Christophe Guillotot, le prochain président du département du Rhône, où il peut y avoir une surprise d'ici jeudi. L'UMP a gagné les élections. Christophe Guillotot était notre chef de file. Il est donc incontestablement le candidat naturel pour la présidence. Et je ne doute pas qu'il sera le prochain président dès jeudi. Mais j'en tire pas une fierté, c'est pas du tout ça ce que je veux dire. Nous avons travaillé nous-mêmes avec les centristes dans la précédente majorité, et il est évident qu'il y aura cette ouverture, parce que l'UDI, ce sont nos partenaires, ce ne sont pas nos adversaires. Nous étions concurrents dans le Rhône parce que malheureusement, les centristes avaient refusé des listes d'union que leur avait proposé Christophe Guillotot directement à M. Pommeret. Ça a été refusé. Donc on est parti, chacun de son côté, dans le cadre de primaire, je veux dire. Nous l'avons gagné de manière incontestable, large, mais demain, il y aura une gestion UMP avec nos partenaires de l'UDI. Et dans un esprit, non pas, j'aime pas tellement le terme consensuel, je crois qu'on a un mandat qui nous a été donné par les électeurs, une vraie politique du droite et du centre, et donc on aura à affirmer cette politique qui nous a été demandée. Monsieur Boudot, j'ai surpris quelques sourires sur votre visage en écoutant Georges Fenech. Il suffit de se remémorer le premier tour de ces élections où l'UDI et l'UMP étaient à couteau tiré. Ils ont passé, certes, entre les deux tours des accords, enfin des partenariats électoraux, mais qui n'ont rien à voir avec des partenariats sur les idées. Je crois que le Rhône est emblématique de ce qui s'est passé. Le Front National arrive pratiquement en tête dans le Rhône, 3 fois en tête dans les cantons, et en tout cas qualifié au second tour dans 12 cantons sur 13. Et au final, il n'a pas d'élu. Il se passe ce qu'il s'est passé en région, ce qui s'est passé en France, pour la plupart des cantons. C'est que la photo politique du premier tour, qui est une photo réelle, qui est la réalité des forces politiques,
est battu en brèche par des discussions politiciennes de second tour. Et moi, je m'insurge contre ce mode de scrutin. Monsieur Boudot, si je peux me permettre, pas seulement, parce que la situation, effectivement, est préexistée avant le premier tour dans de nombreux départements. Je mets le Rhône à part, puisqu'effectivement, l'UMP se présentait contre l'UDI, mais dans l'ensemble des départements, c'est aussi des unions qui se font, et des unions par aussi qui se font sur les des électeurs idées. ne comprennent pas, parce qu'on fait semblant de s'affronter avant le premier tour, l'UMP, l'UDI avec le PS. Et on voit partout que l'UDI et l'UMP passent des accords électoraux. On voit partout que, par exemple, l'UMP se désiste. Mais pourtant, vous l'avez beaucoup dit à l'entre-deux tours. Pour le PS. Ça veut dire que les électeurs ne vous écoutent pas? Parce que vous l'avez dit, ça, à l'entre-deux tours. Non, mais parfois, nos électeurs ne se sont plus déplacés au deuxième tour parce qu'ils savent très bien que cette tambouille électorale habituelle va se passer entre les deux tours. Mais pourquoi vous dites tambouille quand il s'agit d'accords entre mais quand vous des partis, M. Fenech, pour le PS, on est partenaire. À Grignan dans la Drôme, par exemple. Il se trouve que... Non, je suis en train de parler du Rhône. Je parlais du Rhône. Parlons du Rhône. Vous êtes isolé. Le Front National ne fait pas d'alliance avec personne. Nous sommes indépendants, c'est différent. Comme vous voulez. Moi, j'estime que vous êtes vraiment isolé. J'estime que nous sommes vraiment si indépendants. Vous avez augmenté votre score, mais nous avons des partenaires naturels. Il ne s'agit pas de tambouille politique, il s'agit d'accords politiques sur des projets et des programmes communs. Vous éloignez les électeurs de l'élection, M. Fenech, en faisant ça. On respecte totalement les électeurs n'y comprennent plus rien. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils y comprennent? Au premier tour, vous êtes affrontés, et au deuxième tour, vous êtes ensemble. On ne sait pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas un affrontement. Expliquez-nous. C'était deux visions très différentes. Pas très différentes. Bon, chacun sur ses positionnements politiques. Reprenons les tracts de premier tour. On a toujours travaillé ensemble avec l'UDI, ici, le centrisme lyonnais à cette histoire. Ça ne change à rien. Maintenant, l'UMP est sorti vainqueur. Oui. C'est à nous à diriger ce département. Avec nos partenaires. Mais quelles seront les différences? Si vous voulez bien, on va donner un peu la parole aussi à Isabelle Mestre, parce qu'il y a quand même à gauche un enseignement à tirer certainement de cette élection régionale, cette élection départementale. On n'est pas encore, Paul. Régionale, c'est en décembre. Mais on en parlera aussi. C'est que en Ardèche, la gauche est unie, elle gagne. Partout ailleurs, la gauche est désunie. Elle perd énormément, déjà dès le premier tour, avec beaucoup d'éliminations dès le premier tour. Est-ce que le modèle ardéchois ne pouvait pas être généralisé sur l'ensemble des départements, parce que ça coûte aujourd'hui très cher, non seulement au Parti Socialiste, mais aussi à Europe Écologie Les Verts. Sur nos 5 départements, vous n'avez qu'un seul élu, il est dans la Loire, et justement un endroit où il y a eu l'union, puisque c'était le binôme de Régis Juanico. Alors, il est dans la Loire, effectivement, et je félicite Marie-Michèle Vialetto pour son élection à Saint-Étienne. Nous avons également de belles réussites sur Grenoble, puisqu'il y a 2 cantons qui suite... C'est vrai qu'on parlait de nos 5 départements, mais effectivement, voilà. 2 cantons sur 4 à Grenoble, bien sûr. 2 cantons sur 4 à Grenoble, ce n'est pas rien, et ça fait suite, bien évidemment, au mouvement citoyen qui a commencé, qui a émergé avec les municipales de 2014. Et donc, on sent bien là, avec Grenoble, qu'il y a non pas un terreau très ponctuel qui a permis la victoire d'Éric Piolle l'année dernière, mais bien une continuité, une inscription dans le temps d'une nouvelle grille d'analyse politique qui sort un peu des clivages traditionnels et qui permet d'ouvrir des débats. Madame Mestre, pardonnez-moi, mais vous arrivez à vous satisfaire de la seule victoire grenobloise et de la demi-victoire stéphanoise, on va dire. Ça fait pas beaucoup sur 8 départements dans la région. Je ne me satisfais pas de ça, je salue déjà ces victoires. Bien évidemment, le bilan pour nous, il est mitigé, puisque nous avions peu de candidats au second tour, et que parmi les candidats que nous avions, je pense notamment à la Drôme et dans une partie de l'Isère, cela a été beaucoup plus compliqué, puisque à part Saint-Étienne et Grenoble, comme nous le mentionnons, il n'y a pas eu d'autres victoires. Moi, je tire 3 enseignements principaux de ce second tour. Le premier, c'est qu'il y a une persistance de l'abstention et de la montée du Front National qui, j'allais dire, commence à se banaliser un peu, c'est-à-dire qu'on n'en parle même plus. Il y a, je crois, véritablement un enjeu démocratique pour nous tous à reconsidérer cela et à faire des propositions dès aujourd'hui. Le deuxième enseignement, c'est qu'il y a un vote sanction à l'encontre d'une politique gouvernementale et que nous, chez Europe Écologie Les Verts, nous demandons depuis déjà un certain temps un changement de cap qui permettrait d'intégrer les transitions qui nous sont chères, les transitions économiques, sociales, bien évidemment énergétiques et démocratiques. Et puis, je finirai là-dessus. Le troisième enseignement, c'est que les conditions de qualification au deuxième tour
que nous avons connues jusqu'à maintenant au niveau de la gauche et qui donnaient le Parti socialiste comme très hégémonique, eh bien, sont peut-être en train de se flouter un peu, puisque, comme vous venez de l'énoncer, sans les autres forces politiques de gauche, le Parti socialiste n'arrive même pas forcément au second tour. C'est une leçon pour nous. Et vice-versa. Et vice-versa. Et j'espère que c'est également une leçon pour le Parti socialiste. C'est assez étonnant que vous ne faites pas un quatrième constat objectif, puisque vous faites des constats objectifs. C'est une victoire sans précédent de l'UMP associée à l'UDI. C'est un constat que tout le monde fait, y compris Manuel Valls l'a dit. C'est un constat que vous devez faire également dans notre région. C'est une victoire sans précédent. C'est la première fois que nous avons un tel résultat. Vous savez bien que ces élections, on peut les comparer à des midterms par ailleurs. Forcément, voilà, une sanction est là, et vous l'avez évoqué. Voilà, on le reconnaît. Je rejoins absolument l'analyse d'Hervé Solignac qui a dit que, comme vous l'avez dit, quand on est unis, on peut progresser, et la division à gauche est mortifère. Mais justement, pourquoi cette situation? Je pense qu'il y a beaucoup d'électeurs de gauche qui ne se reconnaissent pas dans la politique nationale actuelle. Et le vote du FN, moi je suis désolée, à la sortie du premier tour, dire « Oh, finalement, c'était moins pire que ce qu'on avait annoncé ». Franchement, il faut que nos gouvernants, ils entendent ça. Moi, je le dis très tranquillement de là où je suis. Au Parti socialiste, vous ne pouviez pas l'anticiper, cette division mortifère, pour reprendre votre terme, c'était largement anticipable. Ah bah tout à fait. Et il faut reconnaître, moi je suis pour l'honnêteté en politique, d'autres le sont peut-être un peu moins, mais il faut dire que sur certains territoires, on a eu du mal à trouver des candidats pour partir. L'Essonne, il n'y avait pas de division. Oui. L'Essonne, le Parti socialiste est parti uni. Oui. Et pourtant, département emblématique, celui de Manuel Valls, il a basculé. Vous allez toujours pouvoir trouver un exemple, un contre-exemple, mais vous savez, il y a eu beaucoup de choses. On a demandé énormément de choses aux électeurs cette fois-ci. Il y avait des redécoupages, il y avait de nouveaux candidats. C'est vous qui avez redécoupé, madame. C'était compliqué. Il ne faut pas vous en plaindre maintenant. C'était compliqué. Je ne me plains pas, je fais un constat. On ne connaît même pas les compétences du département. Et j'allais y venir que justement les gens, ils se demandaient, ces nouveaux départements, pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Moi, personnellement, qu'est-ce que ça va m'apporter? Alors que vous aviez prolongé le précédent mandat d'un an. Monsieur Michel, si je peux un mot après, et je vais intervenir. On laisse terminer Madame Macaron, s'il vous plaît. Oui, je suis d'accord. On a fait campagne, nous, sur donc toute proximité avec les compétences du nouveau département, et pour dire ce que ça va apporter aux gens. Vous les connaissez, les nouvelles compétences? Elles ne sont pas votées encore. Elles ont été votées en première lecture, Monsieur Sénécal. À 95%. Monsieur Michel. Alors, juste un mot, et ensuite vous reprenez le débat. Hier soir, un membre du gouvernement est intervenu au cours de cette soirée électorale. Il s'agit du conseiller municipal de Lyon, Thierry Braillard, par ailleurs secrétaire d'État chargé des sports. Il a livré son analyse de la défaite de la gauche. Il réclame, vous allez l'entendre et je vous demanderai de réagir, il réclame du temps et parle surtout d'une autre élection test, les régionales, au mois de décembre. On peut comprendre que nos concitoyens, aujourd'hui, au moment où on parle, estiment que les résultats ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils ont escompté, de ce qu'ils ont espéré. Je crois qu'il va y avoir des annonces dans les prochains jours concernant encore les investissements publics, les investissements privés. Et donc, laissons faire le temps. Je crois que le vrai sujet, ce sera lors des élections régionales à la fin de l'année, où là, si véritablement la politique qui est mise en œuvre n'a pas porté ses fruits, il y aura une sanction, mais pas sur ces élections départementales. L'enjeu régional, enjeu majeur? Enjeu majeur, et donc si on suit le raisonnement de Thierry Braillard, la sanction pourrait effectivement, en tout cas on parle pour Rhône-Alpes-Auvergne, pourrait effectivement intervenir dans 8 mois, puisque les résultats du premier tour des départementales projetés sur Rhône-Alpes-Auvergne sont objectivement très favorables à l'alliance UMP-UDI, donc assez défavorables à la gauche et peu favorables également au Front National. Très très rapidement. Bon, les chiffres sont là. Vous réagissez après. Donc si on raisonne sur 12 départements hors métropole de Lyon, on a 36% pour l'ensemble des gauches. Ensemble des gauches, de l'extrême gauche à l'aile droite du PS. L'ensemble des droites, de l'UDI jusqu'à Debout la France, fait 38%, un écart de 2 points. Le Front National fait 25%. Et avec, on sait, une difficulté au deuxième tour. Mais si, et l'Auvergne contribue à abaisser un peu le score du Front National, si on intègre la métropole de Lyon,
On aura également un effet sur le Front National qui pourrait bien, dans ce cas, tendre plutôt vers les 23 ou 24% maximum sur l'ensemble de la grande région. Après, c'est plus difficile pour la répartition entre droite et gauche issue de la métropole. Mais donc, on voit bien une triangulaire de second tour ou une quadrangulaire s'il y avait de listes de gauche maintenues, mais effectivement, une alliance UMP-UD qui aborde dans de bonnes conditions la régionale, avec une toute petite chance pour la gauche si elle arrive effectivement unie, mais on voit mal comment. Eh ben, la question pour votre voisine Isabelle Mestre, il faut qu'elle arrive unie, sinon c'est plié, hein, si j'écoute bien ce que vient de dire Daniel Navraud. Alors il faut qu'elle arrive unie. Pour qu'elle arrive unie avant le début de la campagne électorale, il va falloir travailler à un projet commun. Il n'est pas question aujourd'hui de savoir si on s'unit ou si on se désunit. Il est question d'arriver à construire un projet collectif qui est multicolore. Ce n'est pas toujours évident quand une des forces de gauche s'impose comme hégémonique au sein des autres. Donc il va falloir qu'on construise un projet. Il va falloir faire, excusez-moi, il va falloir faire en 6 mois ce que vous n'êtes pas parvenu à faire pendant quasiment 6 ans. Et oui. Madame Macaron, vous êtes à la région, c'est difficile hein, de travailler entre socialistes et écologistes. C'est votre défi. C'est sportif parfois. C'est très sportif. Ce que je tiens à dire quand même, c'est qu'il y a des échelons où nous y arrivons très bien. Oui. Je suis maire adjointe à Bourg-en-Bresse et en toute intelligence, nous travaillons au sein d'une équipe avec Jean-François Debat, comme c'est le cas d'ailleurs à la région. Les écologistes travaillent très bien avec Jean-François Debat. On a vu. On a vu ça. Jean-François Debat n'est pas le Parti socialiste à lui tout seul, et il donne... Par ailleurs, vice-président du conseil régional. Il est vice-président du conseil régional, et il donne cette possibilité, il ouvre ce champ des possibles, qui fait qu'à plusieurs, on est plus intelligent. Voilà. Alors c'est bête de s'en passer quand c'est possible, mais quand les choses deviennent plus compliquées, eh bien, on en tire les conséquences, et on essaye de créer des choses comme à Grenoble. Mais c'est le message qu'avait... Pardon. C'est le message du président Kiran aussi. Il a déjà dit relativement récemment qu'il est prêt à ouvrir aux écologistes responsables, mais aussi à d'autres partenaires. Jean Fenech. J'ai bien écouté l'analyse, M. Navraud, très complexe, mais vous êtes un politologue. Je vous entends aussi. Je ne suis pas sûr que les Français vous entendent bien. Vous avez un discours, franchement, je vous le dis, très politicien entre les accords, écologie, socialiste, l'ouverture, la division. Moi, ce que je constate, c'est depuis que François... Je parle avant tout de projet, M. Fenech. Je parle uniquement de projet. Vous permettez, je constate simplement que depuis que François Hollande a été élu, nous avons gagné toutes les législatives partielles, à l'exception du Doubs. Nous avons gagné les municipales, nous avons gagné les sénatoriales, nous avons gagné les européennes, et nous gagnons les départementales. Et demain, vous avez raison, nous gagnerons les régionales. Pourquoi ? Parce que la politique au pouvoir, la majorité actuelle, a échoué. C'est le chômage. Parlons de choses que les gens veulent entendre. Quand c'était M. Sarkozy, le président de la République, c'était exactement la même chose. Vous êtes au pouvoir, vous êtes toujours en train de reporter la faute aux prédécesseurs. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je vous dis que les résultats électoraux... Ça vous a pas choqué, madame? Ça fait exactement la même chose. Dire hier, oulala, les Français souffrent tous les jours, ça devient trop difficile, trop de chômage, trop d'impôts. Mais je croyais rêver, je dis, mais qui est au pouvoir? Et pourtant, je ne changerai pas ma politique. Mais ça se traduit, vous avez raison, c'est une sanction nationale. Et demain, les régionales, vous verrez ce qui se passera également. Christophe Goudot. Oui, je crois qu'on peut analyser, bien sûr, les résultats départementaux pour faire des conjectures sur des prospections sur la régionale. C'était juste une totalisation des voix. Hein. On connaît que voilà. C'est très bien, M. Navraud. Mais très bien. Mais moi, je constate que le Front National est déjà en dynamique, puisque la même époque, il y a 6 ans, on nous promettait 8 à 9%, nous ne serions pas au deuxième tour, nous avons fait 15%. Et là, vous nous promettez déjà à 1 an des élections, à 9 mois des élections, 25%. Donc c'est déjà un constat qui est extraordinaire pour nous. Je crois que l'élection régionale, c'est le bal des divisions. Vous avez une division à gauche, à l'extrême gauche, qui est incroyable. Il suffit de passer 1 heure dans l'hémicycle régional pour voir qu'il n'y a plus aucune majorité pour Jean-Jacques Kéran. Alors, sur quel projet, sur quel accord vont-ils se construire pour cette élection régionale? Je pense qu'il n'y aura pas d'accord avec l'extrême gauche et avec les écologistes, sauf les opportunistes, qui iront déjà à la course aux places et à la course à la gamelle. Pour revenir sur l'UDI et sur l'UMP, l'UDI, il suffit aussi, pour s'en convaincre, d'écouter les élus UDI actuels de la région. Ils ne veulent pas de Laurent Wauquiez. Ils veulent avoir leur propre candidat. Tout cela augure très mal de l'unité de façade qui est aujourd'hui démontrée par les chiffres.
C'est pas faux ce que dit Christophe Boudot, en tout cas en ce qui concerne l'UDI et Laurent Wauquiez, jusqu'au président de l'UDI qui a dit que ce serait un casus belli et qu'il y aurait une liste contre l'UMP si Laurent Wauquiez menait cette liste. Je sais que l'UDI était plutôt favorable à une candidature de Michel Barnier. Il se trouve que Laurent Wauquiez a été investi à l'unanimité. J'étais l'un de ses premiers soutiens. C'est Jean-Christophe Lagarde qui a dit si c'est Laurent Wauquiez, on aura notre propre liste. Oui, vous savez, on n'en est pas là. Les discussions vont arriver peut-être, monsieur Fenech. Mais vous êtes bien informé. Les discussions vont arriver. Il y aura des discussions comme ça. C'est pas de la tambouille, c'est des discussions. J'ai pas dit la tambouille, j'ai dit discussions d'alcôve. Et moi, je ne désespère pas que Laurent Wauquiez constitue et bâtisse une liste de rassemblement de la droite et du centre. Daniel ? Il est très probable qu'il y ait une liste d'alliance UMP-UDI. Je pense que ce matin, ceux qui à l'UDI étaient encore en résistance le seront beaucoup moins. Très franchement, il y aura quelques points chauds. Les discussions seront peut-être dures, mais je pense très sincèrement qu'il y aura alliance à la fin de ce. Alors j'ai une question pour vous quatre. Elle part d'un constat. Sous la présidence de Nicolas Sarkozy, la droite a perdu quasiment toutes les élections intermédiaires, ce que vous appelez les mid-terms. Depuis 3 ans, la gauche perd toutes les élections intermédiaires. On sent dans l'électorat une espèce de versatilité. Je ne sais pas si elle est historique, mais en tout cas, il y a un changement régulier qui se fait, un vote sanction qui se fait régulier. Comment les uns et les autres, vous analysez ce mouvement d'opinion publique et d'électorat? J'aimerais vraiment avoir votre avis là-dessus. Je sais que vous parlez évidemment en représentant vos partis. Il n'empêche, je trouve que ça interroge sur la capacité de l'électorat à pouvoir aussi rapidement, finalement, changer d'opinion, faire des choix parfois radicalement opposés. Et dans un contexte d'abstention extrêmement fort, par ailleurs. Vous avez raison. Je crois que ça reflète une grave crise de confiance des Français vis-à-vis de leur classe politique pour à chaque fois sanctionner ceux qui sont au pouvoir. Et je pense que nous devons balayer devant notre porte toutes tendances confondues. Je pense qu'il ne faut plus prendre des engagements inconsidérés. Je pense qu'il faut s'en tenir à ce que nous engageons comme programme. Et je pense qu'il faut aller jusqu'au bout de ces programmes. C'est le crédit de la classe politique aujourd'hui. Donc, véritablement, demain, on ne fera plus de la politique comme hier. Ça me paraît évident. On rasera gratis demain. Monsieur Fenech, on connaît tout ça. Non, mais vous, vous êtes les champions du monde. Hein. C'est vous qui allez régler tous les problèmes. C'est vous qui le dites. Vous allez sortir de l'Europe, quitter le franc, fermer les frontières. Quitter l'euro. Et vous avez, l'euro. Et vous avez en plus une politique qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à celle de monsieur Mélenchon. Alors parfois on a l'extrême droite, parfois on a l'extrême gauche. Non, mais bravo, vous êtes les champions du monde. Il faudrait vous accorder sur les termes, monsieur Fenech. Ce que vous venez de dire est tout à fait... Il y a les autres et vous, c'est ça. Oui, absolument. Restez où Je crois que ce tripartisme que l'on voit actuellement va se transformer très très vite en bipartisme. Le Front National contre l'UMPS. On l'a vu déjà dans les désistements dans la Drôme, de partout en France, de partout en région. Non, c'est la réalité, monsieur Fenech. Vous vous êtes désisté alors que vous étiez en capacité de vous maintenir. Combien avez-vous de départements aujourd'hui? Combien avez-vous de départements aujourd'hui? Pour le Parti socialiste. 0. Combien avez-vous de régions? C'est vous qui éloignez. Combien avez-vous de députés? Monsieur Boudot, monsieur Fenech, s'il vous plaît, je voudrais avoir votre réaction, mesdames, sur ce que j'ai appelé tout à l'heure cette extrême versatilité, en tout cas c'est mon analyse, extrême versatilité de l'électorat. Tout à fait. Je constate que M. Fenech, j'ai failli dire je suis d'accord avec vous, puisque vous avez dit qu'il y a une sanction de notre classe politique. Et puis entendez-vous après. Nous, on parle d'accords programmatiques, de travailler ensemble pour construire une majorité de la région. Et vous, vous êtes dans votre... Enfin, voilà, je pense que ça... Et vous étiez déjà... Le mois président, François Hollande, ça fait beaucoup de mal. Et vous étiez déjà dans la bataille des chefs pour savoir qui va gérer une région que vous n'avez pas encore gagnée. Franchement, ça gaffe tout le monde. Passez-moi l'expression, mais ça gaffe. Je pense qu'on est bien parti pour gagner la région, ça c'est sûr. Madame Mestre. Pour revenir à votre question première, qui est de savoir si effectivement on est face à un électeur volatile aujourd'hui. Je crois que c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui se transforme, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps. Il y a une forme d'illisibilité et je crois qu'il y a aussi des marges de manœuvre qui sont aujourd'hui contraintes. Voilà, donc il faut certainement revoir les grilles d'analyse traditionnelles de l'échiquier politique droite-gauche et puis il faut essayer des innovations politiques. Alors, cette élection, on l'a souvent dit, va considérablement renouveler le personnel politique dans les départements. Elle va également assurer, on en a parlé en début d'émission, une égalité numérique parfaite entre les hommes et les femmes, même si aucun département de la région ne devrait être présidé par une femme. Hier, Claire Exbraya et Vincent Diga ont suivi le dimanche d'élection de 2 nouvelles élues dans le département de la Loire. Regardez.
de sourires, de nouveaux visages de la Loire. Il y a encore un an, leur engagement n'était qu'associatif. Depuis hier soir, il est aussi politique. Et ben voilà, c'est officiel. Et ça passe grâce à 99 voix. Violette Auberger remporte son premier mandat. Cette Forésienne de 38 ans, non encartée mais proche du front de gauche, sait que le plus dur reste à faire. Elle sera une conseillère d'opposition. Il va falloir parler 2 fois plus fort et être 2 fois plus convaincant et travailler sur les dossiers 2 fois plus. Mais j'y vais pas pour faire le pot de fleurs, j'y vais pour défendre des convictions et ça me fait pas peur. Je sais que ça va être difficile, mais je suis prête à le faire. À ta santé, chérie. Et à tout le travail qui nous attend. À Charlieu, pas de suspense. Avec plus de 2500 voix d'écart, Clotilde Robin, UMP, gagne son duel face au FN et s'offre un second mandat. Déjà conseillère municipale depuis un an, cette mère de famille de 43 ans s'attend à devoir en faire encore plus. Je pense qu'un homme politique fait moins de sacrifices qu'une femme. Et pour la plupart, n'a pas une maison à gérer, n'a pas le souci d'un enfant qui ne dort pas bien, d'un médicament oublié, d'une réunion avec l'instituteur oublié, ou voilà, le petit goûter qui n'est pas mis dans le cartable, enfin des petites choses comme ça. Un quotidien familial et professionnel à réorganiser. Cet artisan savonnier passera la main à son mari. Avec sa fraîcheur, elle veut insuffler de l'optimisme au département. On va tous arriver un petit peu novices, en tout cas au niveau du conseil départemental, et là, il y a vraiment quelque chose à construire, justement. Ça peut vraiment donner une nouvelle dynamique. On va se rendre compte, enfin, que le conseil départemental, il est indispensable pour promouvoir nos territoires et puis pour gérer la proximité. La proximité, c'est aussi ce qui plaît à cette infirmière libérale. Avec son expérience de jeune élue, elle veut aller encore plus loin. J'ai vu que pour un territoire, on pouvait être amené à prendre des décisions importantes, à acter des dossiers, les invalider, les accompagner. Et je me dis qu'au niveau départemental, ce sera un échelon encore différent. Élue de droite, Clotilde Robin veut faire du social au département. Élue de gauche, Violette Auberger du développement économique. Elles ont 6 ans pour y parvenir. Et ces nouvelles élues ES pourront rentrer dans les assemblées départementales dès jeudi. C'est la date qui a été choisie pour les premières réunions de ces assemblées départementales. Premières réunions au cours desquelles seront désignés les présidents qui, eux, vous le disiez Olivier, ont toutes les chances d'être masculins dans la région. Merci à tous les 4 d'avoir participé à cette émission. Sheila Macaron, Isabelle Mestre, Christophe Boudot, Georges Fenech, merci d'être venu ce midi. Merci beaucoup pour vos analyses. Daniel Navreau. Merci Olivier. Oui, on se retrouve ce soir, c'est ça? Ah oui, nous on n'en a pas encore tout à fait terminé, je crois. 19h spécial pour faire un dernier retour sur cette élection départementale. Merci de votre attention, passez une excellente après-midi et à ce soir.